La médaille du renouveau pour Franck Piccard. Il décroche l'argent dans la descente de la phase de Bellewaerde à Val d'Isère. Des images que vous avez pu découvrir sur Antenne 2 il y a quelques instants. Une belle revanche pour le Savoyard. Ce matin, personne n'osait parier sur lui. Ce soir, il est à nouveau le grand favori de l'équipe française. Une semaine avant le Super G au cours duquel il défendra son titre. Bonsoir, nous reviendrons sur les Jeux Olympiques d'Albertville dans quelques instants avec une page spéciale en direct de Méribel, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Frédéric Bredin. Mais d'abord, le dernier bilan de l'accident d'un avion affrété par le club Méditerranée au Sénégal. Bilan 30 morts et 26 blessés. Claire Sébastien. Peu avant 13 h aujourd'hui, Gilbert Trégano quitte discrètement le siège du club Méditerranée pour rejoindre Dakar. Il laissera son fils Serge répondre aux journalistes. La nouvelle est tombée à 10 h 30. Un avion transportant 50 clients du club s'est écrasé au petit matin au nord de l'aéroport de Cap Skirring en Casamance où se trouve un village du club. L'avion, un Convair 640 bimoteur à hélice piloté par un équipage mixte américain-anglais, avait été affrété auprès de la compagnie Air Sénégal. Parti de Dakar à 4 h 30, il s'est écrasé à 50 km de son lieu d'atterrissage. D'après les premiers témoignages des rescapés, le crash serait dû à une erreur de pilotage. Est-ce que vous vous sentez responsable ? Responsable, je ne crois pas. Triste, sûrement. Triste pour toutes les familles. Responsable, le club, depuis plus de 42 ans, fait appel aux meilleurs transporteurs du monde, aux meilleures compagnies aériennes. Est-ce que la compagnie Air Sénégal, auprès de qui vous aviez affrété cet avion, a toutes les garanties de sécurité? Écoutez, ça fait 20 ans qu'on travaille avec eux, depuis l'ouverture du Cap Skirring avec Air Sénégal. Ça n'a pas toujours été parfait en termes de confort, en termes de sécurité. On pense que c'est une compagnie qui est une compagnie fiable. Le dernier bilan est lourd. Parmi les 50 passagers, dont 48 étaient français et 6 membres de l'équipage, on relèvera 30 morts, 10 blessés graves et 10 blessés légers. Des blessés qui seront rapatriés dès demain. Une cellule de crise est en place au siège du Club Med pour communiquer aux familles l'identité des victimes. Le deuxième temps fort de l'actualité, les Jeux Olympiques avec une médaille d'argent pour la France. Nous retrouvons tout de suite Éric Cacher à Méribel avec à ses côtés le ministre de la Jeunesse et des Sports. Éric. Oui, merci Laurence Piquet, en effet en direct de Méribel en compagnie de Frédéric Bredin, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est ce soir le grand témoin du 19-20 consacré pour l'essentiel à l'événement olympique. Les Jeux d'Albertville avait débuté hier soir par une cérémonie d'ouverture un peu magique, un ballet assez réussi. Ils ont commencé aujourd'hui sur la scène sportive avec un virevoltant spectacle à suspense, la descente homme sur la piste de Val d'Isère, avec une entrée en matière plutôt fracassante de Franck Piccard. Commentaire Serge Gian. Au départ de la fabuleuse descente de Bellewaerde, Franck Piccard a tiré un trait sur les longs mois de galère. Oubliez les contre-performances à répétition, oubliez les critiques, oubliez le doute. Transcendé par l'enjeu, Franck se lance à fond dans la pente. La vitesse dépasse parfois les 130 km/h. Médaillé de bronze en descente, champion olympique du Super G il y a 4 ans, Piccard est une nouvelle fois présent le jour J. La médaille d'argent l'attend à l'arrivée, une renaissance qui récompense travail et volonté. J'ai vraiment mis du cœur à bien skier, à attaquer cette piste. J'ai fait qu'une petite erreur qui m'a coûté la victoire à l'entrée de l'Ancoli. Mais l'essentiel, c'est de m'être battu et d'avoir cru en mes chances. C'est tellement dur une descente comme ça, une descente aussi technique, aussi physique. En France, courir là et être là, bon, c'est une superbe émotion, il faut que je maîtrise maintenant. Pour 5 centièmes, Franck Piccard rate la médaille d'or, du jamais vu dans une descente olympique. Le titre revient au surprenant Patrick Ortlieb. Cet Autrichien de 24 ans a réalisé une descente quasiment parfaite. Mais il a aussi profité des contre-performances des favoris. Ortlieb passe, où Heinzer, Girardelli et Acola échouent. Patrick Ortlieb devient champion olympique sans jamais avoir gagné une descente de Coupe du Monde. Franck Piccard, médaille d'argent devant l'Autrichien Günther Mader. Alors Frédéric Bredin, alors que Yves Barbara nous propose quelques images d'une descente au flambeau sur la piste de Méribel, là juste derrière moi, Frédéric Bredin, vous employez des mots-clés pour parler des Jeux Olympiques. Vous dites fête du sport, fête de la jeunesse, rassemblement des nations. Je vais employer mes propres mots-clés. Quelle a été votre émotion aujourd'hui, la principale? Une très très forte émotion, une sorte de rêve qui se réalisait sous mes yeux quand j'ai vu Franck Piccard avoir la médaille d'argent, car vraiment je crois que tout le monde espérait en lui. Et il a réussi un exploit extraordinaire qui demande un courage physique, une maîtrise de soi fabuleuse. Et je crois qu'on était tous très très fiers de le voir gagner. Et il va donner un moral de fer à toute l'équipe de France. Donc c'est peut-être
je l'espère, le début d'une longue série. Et je dois dire que c'était une liesse dans le public fabuleuse que de voir cette victoire d'autant plus belle qu'on l'espérait et on n'osait même pas trop y croire, tellement les descentes, on sait qu'il y a des champions autrichiens, allemands et autres qui sont très redoutables pour cette épreuve. Alors vous étiez en bas de la piste, question presque indiscrète, vous ministre avec quand même une certaine maîtrise de vous aussi, vous criez avec le public? Ah bah j'ai hurlé de joie comme tout le monde quand il est arrivé et puis je me suis précipitée pour aller le voir et pour l'embrasser. Alors on va revenir dans un instant sur l'émotion autour de cette course et notamment un reportage dans la commune des Saisies dont est originaire Franck Piccard où il vit aujourd'hui. Je voudrais revenir juste d'un mot sur la cérémonie d'ouverture. Hier, je ne dis pas que la polémique se développe, mais en tout cas on conteste un petit peu le choix de Michel Platini pour être le dernier porteur de la flamme. D'abord, il faudrait dire que la cérémonie d'ouverture a été une extraordinaire réussite. Non, mais je voudrais le dire parce que je voudrais rendre hommage à De Coufflet, qui est le jeune chorégraphe-danseur qui a réalisé ce spectacle. Parce que c'est rare et il faut, je crois, qu'on soit en France pour qu'on donne comme ça carte blanche à un très jeune réalisateur en lui disant, bon ben, les Jeux Olympiques, c'est vous faites la cérémonie d'ouverture. Et il a vraiment réussi son pari et vraiment je l'en félicite. Sinon, Platini, ça a été une grande surprise, un secret très bien gardé jusqu'à la dernière minute. Moi, ce que je crois, c'est que c'est un des plus grands sportifs mondiaux. C'est la part belle faite au football, une fois de plus, malgré tout, non? Oui, c'est ce que disent un petit peu les athlètes, bien sûr, c'est un les sportif Olympiques. extrêmement populaire, mais c'est en même temps la manière de réconcilier, de rassembler en tous les cas autour des Jeux Olympiques tous les sports, qu'ils soient d'été ou d'hiver, puisque là, on a pris justement un footballeur pour allumer la flamme des Jeux d'hiver. Et puis, je dirais aussi qu'il y a en Platini un personnage sportif très complet, puisque évidemment c'est un des plus grands footballeurs qui soit, mais c'est aussi quelqu'un qui est très attentif aux jeunes et qui a su s'impliquer dans beaucoup d'actions de solidarité. Donc je crois que c'est bien de montrer que le sport, c'est à la fois l'excellence, bien sûr, mais c'est aussi la solidarité. Et je crois qu'il le symbolise bien. Alors le sport, c'est aussi l'émotion. Nous retournons maintenant dans la commune des Saisies. Je vous le disais, la commune dont est originaire Franck Piccard, où vivent encore aujourd'hui, où il vit lui-même, il a un hôtel, le Calgary, où vivent ses parents, ses amis. Tout le monde suivait la course, bien sûr, aux environs de midi. Et tous pensaient que Franck était à même de rééditer ses exploits de Calgary. Jean-Philippe Guillen. 13h, Franck Piccard s'élance. Devant la télévision, tous les moniteurs de ski retiennent leur souffle. Il a super skié, ça fait super plaisir. Ouais. Ouais. Vous oubliez un peu votre déception à vous? Ouais, bon bah c'est sûr que bon, j'avais pas trop le moral de pas faire les jeux. Pour mon père, c'est super. C'est du délire dans la station. Le champagne coule à flot, toute la famille Piccard est acclamée, mais le chef de clan garde son calme et son humour. 5 centièmes, c'est pas beaucoup, mais l'argent, c'est mieux que le bronze, mais c'est moins bien que l'or. Ah, c'est sympa quand même, hein, ce que vous me disiez. Tout à fait. Une chose qui m'a frappée pendant l'entraînement, où j'ai été il y a 2 ou 3 jours, là, pendant qu'ils ont commencé à s'entraîner, c'est que tous les sportifs français vraiment vivaient de façon très forte le fait que les Jeux se passent dans leur pays. Et Franck Piccard notamment disait que pour lui, le fait que ça se passe chez lui était très important, qu'il voulait absolument gagner. Et il a réussi et ça c'est formidable. Alors puisque vous parlez des Jeux Olympiques en France, je ne vous demanderai pas quel âge vous aviez en 68, mais on peut supposer que vous étiez enfant. Vous avez des souvenirs précis de ces émotions, notamment celles des victoires de Killy? C'est quand même des souvenirs assez flous, j'avais 11 ans à peu près, mais je me souviens qu'il avait gagné ses 3 médailles d'or, je me souviens de son visage à la télévision, parce que moi je ne l'ai vu évidemment qu'à la télévision à cette époque, et c'était un grand souvenir. Il symbolisait la France qui gagne, comme aujourd'hui, Franck Piccard et d'autres demain. Alors, nouveau défi pour Franck Piccard demain, il va participer au combiné. Le combiné réunit la descente et le slalom. Demain, ce sera donc la descente. Le grand favori en sera, il faut le dire, Paul Acola. Mais le luxembourgeois Marc Girardelli aura probablement son mot à dire. Il est tombé aujourd'hui dans la descente et il rêve probablement de revanche. Son portrait brossé par Rémi Gudicelli. Marc Girardelli, comme vous ne l'avez jamais vu, seul en repérage sur le tracé du slalom géant de Saint-Gervais. À 28 ans, l'homme aux 4 victoires au classement général de la Coupe du Monde et aux 35 succès dans toutes les disciplines tient encore bon la barre. Girardelli est un phénomène, gravement blessé au genou en 89. Il réapparaît l'année dernière pour remporter le slalom des championnats du monde à Saalbach, en Autriche, alors que beaucoup le croyaient perdu pour la compétition.
Cette énergie qui fait de lui un des skieurs les plus complets de ces 10 dernières années, Girardelli la puise presque forcé dans la solitude. Loin des équipes autrichiennes, son pays d'origine, ce luxembourgeois d'adoption a passé des milliers d'heures sur les pistes avec son père pour seul compagnon. Nous travaillons ensemble avec mon père depuis presque 20 ans. Et au fil des années, notre collaboration est de plus en plus harmonieuse, de plus en plus intense. Nous ne sommes même plus obligés de parler, nous nous comprenons très vite, nous savons tout de suite ce que désire l'autre. Perfectionniste dans l'âme, Girardelli est le premier à avoir mis au point avec son fabricant des skis spéciaux pour dompter la face de Bellewaerde. Et ce travail intensif a porté ses fruits. Ce matin encore, Girardelli pouvait prétendre à l'une des 3 premières places dans la descente olympique avant que sa générosité ne le perde après 45 secondes de course. Demain, dans la descente du combiné, disputée sur le même tracé, Marc Girardelli saura relever la tête. Sur son chemin l'attendront Picard, Eberharter ou le Suisse Polacola, une opposition à la hauteur de ce skieur hors du commun. Alors est-ce qu'on vous verra demain par exemple en bas de la piste du combiné? Oui, sans doute. Moi j'ai l'intention d'aller suivre toutes les épreuves sportives et d'encourager toutes les équipes de France, tous les sportifs. D'être le plus présente possible. Je ne peux pas être partout en même temps puisqu'il y a quand même 13 sites, mais d'être le plus présente possible et demain je serai au combiné. Alors la légende, petite légende qui accompagne Frédéric Brodin aujourd'hui, veut que vous portiez bonheur aux équipes de France. Ça a été vrai pour l'équipe de football depuis que vous êtes ministre, ça a été vrai pour l'équipe de France de tennis, de Coupe Davis. Vous allez porter bonheur aussi samedi au rugbyman français et aux athlètes olympiques? Je le souhaite profondément. Si au moins je pouvais servir à ça, ce serait extraordinaire. Alors, derrière les fastes et malgré les premières médailles d'Albertville, les Jeux suscitent parfois des réactions, voire des commentaires un peu aigres. Manifestation d'écologistes hier à Albertville. Commentaires une nouvelle fois très sévères aussi dans la presse étrangère et notamment britannique. Dominique Dumas. Une canonnade britannique sur les Jeux d'Albertville. L'Observer a des propos très durs, parlant de désastre écologique mondial. Le journal anglais, prenant pour exemple différents sites, prétend qu'il faudra un demi-millénaire à Méribel pour cicatriser la montagne. Côté français, son de cloche plus doux et dans la bonne humeur, les écologistes de Rhône-Alpes avaient organisé le parcours de la flamme verte, une manière de protester. Les Allemands ont ajouté leur grain de sel. L'association Bund dénonce en particulier la piste de bobsleigh à la Plagne et le danger de pollution à l'ammoniac que pourrait provoquer son système de refroidissement. Pourtant, les organisateurs ont rappelé à plusieurs reprises leur souci de préserver l'environnement. Exemple à l'appui, la piste de Bellewaerde, dessinée par un régional, le Suisse Bernard Russy. L'une des plus belles réalisations de ces Jeux a été conçue de manière à protéger une fleur chère au cœur des Savoyards, l'Ancolie. Enfin, les autoroutes pourtant nécessaires à la région ont été vues parfois d'un mauvais œil. Alors, jeux grandioses et nature respectée, les deux ne sont pas forcément incompatibles. Vous remarquez quand même, Frédéric Brodin, le fait que la presse étrangère, d'une manière générale, est assez dure avec les organisateurs d'Albertville. Ils n'ont pas eu les Jeux non plus. Et je trouve que toutes ces réactions sont parfois un peu mesquines et un peu exagérées. Et pour ce qui est spécialement des attaques en ce qui concerne le souci écologique, je voudrais dire que je crois vraiment que les organisateurs y ont été très attentifs. Et quand on parle de la piste de bobsleigh, justement, c'est une piste sur laquelle Brice Lalonde a beaucoup travaillé lui-même il y a plusieurs années. Aussi, bien sûr. Et bien sûr, Barnier et Killy ont énormément travaillé puisque c'était les organisateurs. Mais je veux dire, le souci écologique a été respecté depuis le départ. Et pour une piste évidemment difficile à construire puisqu'il y a de l'ammoniac dessus, il y en a 10 comme cela dans le monde et c'est sûrement la piste qui présente le plus de sécurité dans le monde entier. On a mis des sécurités équivalentes à une installation nucléaire. C'est pour vous dire à quel point on a été attentif à ce que tout soit fait pour protéger les spectateurs et l'environnement. Mais pour aller dans le sens de ceux qui critiquent, je dirais que le CIO, donc le Comité international olympique, a décidé de demander aux villes organisatrices maintenant d'effectuer une étude d'impact avant l'organisation de Jeux. C'est-à-dire qu'ils devront expliquer l'impact de cette organisation, de ces Jeux, sur l'environnement. Et je crois que ce sera une bonne chose que de le faire. Mais franchement, Killy et Barnier ont déjà fait très attention. Et le virage de l'Ancolie dans la descente, qui est d'ailleurs un des virages les plus difficiles qui soit, eh bien le montre. Ils ont sauvé une fleur savoyarde, mais ailleurs, ils ont fait partout très attention à l'environnement. Alors un dernier mot avant de refermer cette page spéciale Albertville. Le soleil est là, la neige est là, le public est là, les médailles françaises sont là. Les Jeux olympiques d'Albertville arrivent au bon moment dans un contexte général un peu difficile? C'est sûr qu'ici, on est loin de tout ce qui est tempête artificielle. On est vraiment au cœur des montagnes, on est
dans une fête qui est en même temps un rassemblement de toutes les nations et puis aussi de tous les Français, j'espère, parce qu'il s'agit du sport français, il faut gagner et il faut gagner tous ensemble. Merci Frédéric Brodin d'avoir participé à ce 19-20. Je vous donne un autre rendez-vous olympique. Ce soir, à 22h25, je vous retrouverai pour le journal des Jeux dans lequel nous vous ferons vivre tous les temps forts, toutes les émotions, toutes les coulisses d'une journée olympique. À tout à l'heure donc peut-être. Je vous laisse maintenant en compagnie de Laurence Piquet qui développe bien sûr les autres titres de l'actualité. Merci Eric. L'actualité à l'étranger d'abord. En Algérie, l'épreuve de force entre le gouvernement et le Front islamique du salut. La police anti-émeute a fermé le siège du FIS ce matin à Alger. Les responsables des partis politiques ont été convoqués par le président du Haut Conseil d'État. La presse algérienne s'attend à ce que l'état d'urgence soit proclamé. Moradaï Tabouche. Ces mosquées confisquées, privées aussi de ses plus hauts dirigeants, arrêtés les uns après les autres, le Front islamique du salut n'a désormais plus de bureau. Son siège central ce matin a été bouclé et interdit. À Alger, dans les milieux politiques, on exclut de moins en moins ce soir une dissolution pure et simple du FIS. Sa dissolution pourrait même tomber dans les heures qui viennent. L'armée, depuis les émeutes de juin dernier, n'a jamais caché ses intentions. Pour ses responsables, le FIS n'aurait jamais dû faire partie du paysage politique algérien. En cas de dissolution immédiate du FIS et pour éviter une réaction violente des islamistes les plus radicaux, Mohamed Boudiaf, le président du Haut Comité d'État, pourrait décréter l'état d'exception. Ainsi, les militaires auraient les pleins pouvoirs pour perquisitionner et arrêter à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit tout ce qui menacerait la paix civile. Mais qui sont ces hooligans? Ces dernières 48 heures, les barbus, les intégristes n'étaient pas en première ligne lors des émeutes, que ce soit à Alger ou à Batna. En fait, il s'agissait des jeunes, ceux qui de toute façon n'ont plus rien à perdre. État islamique ou État militaire, leur situation ne risque pas de changer. 48% d'entre eux, âgés de 16 à 24 ans, sont aujourd'hui au chômage. Même si les autorités décident de dissoudre le FIS, parti dans lequel les jeunes semblaient se reconnaître, le problème algérien ne serait donc pas réglé pour autant. Avec ou sans le FIS, la crise économique et sociale est bel et bien cruellement présente en Algérie. Pour ou contre les réformes de Boris Yeltsin, ils étaient 40 000 dans les rues de Moscou ce matin pour les deux premières grandes manifestations depuis la libération des prix le 2 janvier. L'une soutenait le président russe, l'autre s'opposait à sa politique, le tout sur fond de marasme économique. Francine Raymond. Ce matin, au pied du Kremlin, sur la place du Manège, les nostalgiques du régime communiste aux côtés des partisans d'une grande Russie chrétienne et slave. Au cri de Yeltsin Juda, Yeltsin démission, le drapeau de l'ancienne Union, frappé de la faucille et du marteau, a côtoyé la bannière blanche de la Russie tsariste, les deux bras de l'opposition à Boris Yeltsin. Au cours de sa visite en France, le président russe avait, on s'en souvient, évoqué la menace d'une alliance entre les chemises rouges et les chemises brunes pour renverser la démocratie en Russie. À quelques centaines de mètres de là, ont défilé les partisans du président Yeltsin à l'appel des forces démocratiques. Ils étaient là pour soutenir la politique du gouvernement, sauver la Russie de la peste rouge, tout en espérant cependant que les prix diminuent. Manifestations et contre-manifestations qui se déroulent sur fond de grands marasmes économiques. Les prix ont augmenté de 400% depuis le début de l'année. Les magasins d'État restent désespérément vides et les réserves alimentaires faites par les familles commencent à s'épuiser. De plus, parmi les démocrates, des voix s'élèvent comme celle du maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak, pour accuser le gouvernement de conduire une politique économique irresponsable. Les premières élections municipales libres depuis plus de 50 ans en Roumanie, elles ont été ternies par des incidents et des erreurs d'enregistrement, des irrégularités signalées par des observateurs et qui semblent résulter d'un manque d'expérience en matière électorale. Près de 200 partis représentés, à en croire les sondages, la Convention pour la démocratie, une coalition qui regroupe les principaux partis de l'opposition au pouvoir actuel, a de bonnes chances de l'emporter dans plusieurs grandes villes, dont Bucarest. La politique en France, avec la présentation des listes de Génération Écologie aux élections régionales. Brice Lalonde, le président de ce mouvement, renonce pour des raisons familiales à être tête de liste dans la région centre. Le ministre de l'Environnement lance un appel à l'Union des écologistes. Reportage au CNIT de la Défense de Véronique Gorel et Alain Thomas. Un décor champêtre et une mise en scène à l'américaine, la campagne de Génération Écologie est lancée.
Photo de famille pour les têtes de liste. 1 an après sa création, le mouvement de Brice Lalonde sera présent dans 80 départements français. Non, nous ne sommes pas des rescapés du Parti socialiste, se défendent d'entrée les proches du ministre de l'Environnement. Oui, nous sommes prêts à travailler avec d'autres formations politiques. Qu'on se le dise, l'écologie réaliste, c'est eux. Appel à l'union de tous les défenseurs de l'environnement, Brice Lalonde se tourne une nouvelle fois vers les amis d'Antoine Wechter. À 3 exceptions près, les Verts ont refusé de faire liste commune avec Génération Écologie et Brice Lalonde le regrette encore. Nous ne voulons pas, nous, être enfermés dans un face-à-face avec les Verts d'Antoine Wechter. Nous voulons au contraire, ensemble, mener le face-à-face de la bagarre avec les autres forces politiques et surtout avec les forces politiques du déclin ou du danger. Nous ne voulons pas passer notre vie à nous regarder en chien de faïence. Alors ne polémiquons pas et disons encore une fois que nous sommes pour l'union. Si l'union n'est pas possible, que nous sommes pour l'alliance ensuite. Mais franchement, nous déplorons le temps que l'on perd et les occasions politiques que l'on manque. Des regrets, mais pas de découragement pour Brice Lalonde. D'ailleurs, le slogan de la campagne lancé aujourd'hui est clair. Il tient en 2 mots, agir, pas gémir. Luc Tangor, condamné à 18 ans de réclusion criminelle. La cour d'assises du Gard l'a jugé coupable du viol de 2 Américaines, mais elle lui a toutefois reconnu des circonstances atténuantes. Émotion hier soir à l'annonce du verdict. Luc Tangor se dit victime d'une 2e erreur judiciaire. Il a déjà été condamné, vous le savez, une première fois à 15 ans de prison pour 4 viols. Reportage à Nîmes d'Albert Ripamonti et Christophe Hérault. Ils ont voulu huis clos, justement, pour ne pas faire écouter au public. Vous avez entendu nos avocats, ils ont été formidables. Ils ont démontré la preuve que Luc était vraiment innocent. Mais non, mais c'est terrible. Une famille meurtrie, effondrée. Luc Tangor vient d'être condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Le SAMU doit intervenir. Dans le prétoire, l'accusé, après un moment de révolte, tombe prostré. Les 2 jeunes victimes, elles, viennent de quitter discrètement le tribunal, soulagées. C'est un verdict juste, même si évidemment il est rude pour Luc Tangor et pour sa famille et pour ses proches et tous ceux qui l'ont supporté. Mais il faut une justice et l'état de choc dans lequel je viens de le voir, eh bien, ça a été l'état de choc de mes clientes il y a 4 ans. La défense a fait tout ce qui était humainement possible. Nous frapperons cet arrêt très probablement d'un pourvoi en cassation et nous espérons que la justice triomphera un jour. Les jurés ont donc choisi la vérité de l'accusation, mais demeure un sentiment de malaise devant les cris répétés d'innocence de Luc Tangor et la douleur des siens. Tennis à présent, l'Américain Jim Courier est devenu le numéro 1 mondial. Après sa victoire la nuit dernière en demi-finale du tournoi de San Francisco, Courier est assuré de dépasser Stefan Edberg lors de la publication du prochain classement ATP lundi. Jim Courier est le premier Américain depuis John McEnroe en 1985 à occuper la première place de la hiérarchie mondiale. Et puis retour au JO avec cette dernière information, Franck Picard, sachez-le, ne participera pas demain au combiné. Avant de vous quitter, les rapports des tiercés, quarté plus, quinté plus, vous les découvrez. Il fallait jouer le 3, le 11 et le 13 et vous gagnez dans l'ordre exact d'arrivée un peu plus de 5000 francs. Pour le quarté plus, vous ajoutez le 15 et vous gagnez un peu plus de 23 000 francs. Enfin, pour le quinté plus, une belle somme. Si vous avez joué le 3, le 11, le 13, le 15 et le 4, vous empochez 469 000 francs. Un petit peu plus d'ailleurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, le point météo complet présenté par Florence Klein. Je vous retrouve à 22h05 pour Soir 3. Nous serons en direct de Monte-Carlo pour le 32e festival de télévision avec Gina Lollobrigida aux côtés d'Henri Chapier. Très belle soirée à tous, à tout à l'heure.